ChatGPT, Midjourney, Sora, Claude, plein d'outils IA qui sont partout dans notre quotidien. Si vous traînez sur les réseaux sociaux ces derniers mois, vous avez forcément croisé une de leurs créations. Que ça soit pour du contenu vidéo ou des images qu'on pourrait trouver sur Pinterest. L'intelligence artificielle gagne du terrain de jour en jour, au point où elle menace le terrain de vrais créateurs de contenu. D'un côté, la Silicon Valley nous promet qu'on va bientôt générer des blockbusters Marvel en seulement quelques prompts. De l'autre côté, toute l'industrie créative est en train de se battre contre l'utilisation de l'IA, par peur d'être potentiellement remplacée par celle-ci. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'IA, aussi puissante soit-elle, est en train de se heurter à un mur juridique et technique important. Et surtout, on va aborder le détail invisible que la machine ne pourra mathématiquement jamais copier. Restez focus, on y va. Avant de savoir si on va se faire remplacer par l'IA, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est quoi concrètement un métier créatif ? Parce que dans la majorité des cas, on pense juste à des artistes, peintres, réalisateurs, etc. Sauf qu'en 2025, la créativité, c'est toute une industrie. Ce n'est plus un métier où on travaille seul. Maintenant, ce qu'on entend par métier créatif, c'est du design produit, de la rédaction publicitaire, du montage vidéo, etc. Surtout que dans la majorité de ces cas, on ne fait plus souvent appel à l'imaginaire créatif. Ce sont des salariés qui suivent des directives déjà établies pour aboutir à un projet. La créativité humaine, c'est pas juste produire quelque chose de nouveau. C'est produire quelque chose qui a du sens, qui raconte une histoire ou qui provoque une émotion. Par exemple, quand vous regardez un film et que vous pleurez, ce n'est pas parce que les pixels sont bien rangés. C'est parce qu'un humain a vécu une rupture, un deuil ou une mauvaise nouvelle. Et que le réalisateur a réussi à coder cette émotion dans une image ou un dialogue, pour qu'elle résonne en vous. En gros, c'est du storytelling. Si on remonte un peu dans le temps, au 19e siècle, l'arrivée de la photographie a aussi dérangé d'autres fonctions créatives. Regardez, pendant des siècles, si tu voulais un portrait de ta famille, tu devais payer un peintre une fortune qui allait passer 3 semaines à bosser. Et d'un coup, une machine arrive, sacré bébé quand même, et clic, en quelques minutes, c'est fait. Et en plus, c'est hyper réaliste. À cette époque, Charles Baudelaire, le poète, détestait ça. Pour lui, la photo allait tuer l'art, parce qu'elle était trop facile, trop réaliste et sans âme. En plus, c'est exactement les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui contre l'IA. Et pourtant, ça n'empêche pas que la peinture n'est pas morte. Au contraire même. La photo, elle a surtout permis aux peintres de s'améliorer encore plus. Puisque la machine pouvait faire quelque chose de très réaliste, les peintres se sont dirigés vers autre chose. Et c'est comme ça qu'est apparu l'impressionnisme, le cubisme et l'art abstrait. Mais du coup, à l'heure actuelle, l'IA c'est juste un nouvel outil ou alors c'est carrément un artiste ? Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça marche. Promis, on va pas faire un cours de maths chiant et en plus je suis nul en maths, donc c'est gagnant-gagnant. Au début, on avait des systèmes comme Deep Blue, qui battaient des humains aux échecs. C'était de la force brute et uniquement du calcul. Ensuite, on a eu des algos de recommandation, sur Netflix ou YouTube et d'autres. C'était uniquement de l'analyse de données. Mais depuis 2022, on a affaire à l'IA générative. C'est-à-dire que les machines ne se contentent plus de classer ou d'analyser des données, elles en créent de nouvelles. Par exemple, prenez l'exemple de ChatGPT, Claude, Midjourney, etc. Comment elles fonctionnent ? Pour faire simple, imaginez que vous avez lu absolument tout Internet. Wikipédia, les forums Reddit, les articles de blog, les recettes de marmitons, etc. Quand on pose une question à ChatGPT, il joue au jeu des probabilités. Il se demande, sachant que les mots précédents sont la recette de là, quel est le mot qui a le plus de chances d'arriver ensuite ? Souvent ça va être crêpe, tarte. Il prédit le mot suivant, encore et encore, jusqu'à former une phrase cohérente. En gros, ça va être juste un perroquet qui répète ce qu'il a entendu mais sans comprendre ce qu'il dit. Pour prendre un autre exemple, quand vous demandez à ChatGPT d'écrire par exemple un poème sur la tristesse, il va juste imiter la structure des textes tristes qu'il a analysés dans sa base de données. Et pour la génération d'images, c'est pareil. Les IA comme Midjourney, elles vont utiliser ce qu'on appelle la diffusion. En gros, on leur apprend à détruire une image en ajoutant du bruit, jusqu'à ce que l'image soit méconnaissable, puis on leur apprend à faire le chemin inverse. À force de voir des milliards d'images de chats, l'IA finit par comprendre mathématiquement à quoi ressemble un chat. Donc quand vous tapez « chat qui fait du skate sur Mars », elle va piocher dans sa compréhension statistique ce que c'est un chat, un skate et Mars, et assembler le tout. Mais le plus choquant, c'est qu'avant, pour faire une image réaliste, il fallait des années d'expérience. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui avec zéro compétence manuelle peut produire une image qui a l'air professionnelle. Mais du coup, ce qui peut vraiment distinguer l'IA et l'humain, c'est que, ok, tout le monde peut générer des trucs, mais est-ce que tout le monde peut être créatif ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors faisons le match. L'humain contre la machine, qui gagne ? Si on parle de vitesse et de productivité, l'humain se fait bouffer direct. C'est incomparable. Un illustrateur mettra peut-être 2 jours à peindre une scène un peu compliquée, alors que Midjourney en sort 4 en 45 secondes. Donc là, il n'y a vraiment pas débat. Mais par contre, dès qu'on veut chercher plus de détails, d'originalité, là, l'IA montre ses limites. Car premièrement, l'IA est une machine à clichés.
Puisqu'elle est entraînée sur la moyenne de ce qui existe sur internet, elle a tendance à produire des choses pas très ouf. Si vous demandez de par exemple générer un homme en costume, elle va vous générer un truc stéréotypé, hyper standardisé, avec une peau en plastique, très mal faite. Elle va encore avoir plus de mal à faire de l'imparfait, du détail humain qui va rendre la chose plus réaliste. Alors que l'art, c'est souvent dans l'imperfection que ça se joue. Comme a dit un grand génie nommé Mayuri Kurotsushi, là où il y a de la perfection, il n'y a plus rien. Pas d'imagination et pas de création. Deuxièmement, l'IA ne comprend pas le monde physique. C'est pour ça qu'au début, elle avait tant de mal avec les mains. Elle savait qu'une main a des doigts, mais elle ne comprenait pas la logique anatomique. Donc elle en mettait 4, 6, 7, qui est toujours le cas actuellement, notamment dans la dernière saison de One Punch Man. Et troisièmement, qui est quand même le plus important, c'est l'absence de vécu. Une œuvre d'art, c'est une transaction émotionnelle entre celui qui crée et celui qui regarde. Si je sais qu'un robot a écrit le texte ou a généré cette vidéo, ça perd direct sa valeur émotionnelle. On se sent arnaqué, on peut pas s'approcher ou s'identifier à un robot sur des émotions. Mais il y a quand même des fois où c'est le cas. Rien qu'à regarder l'affaire Jason Allen. En gros, en 2022, ce gars a gagné un concours d'art numérique dans le Colorado avec une œuvre Théâtre d'opéra spatial, qui a été juste générée par Midjourney. Les artistes étaient furieux, ils criaient à la triche, mais le jury qui ne savait pas que c'était de l'IA a trouvé l'image magnifique. Mais du coup, on peut se poser quand même la question de si le résultat il est beau, est-ce que la méthode elle compte ? Jason Allen ici a passé des heures à peaufiner son prompt, à retoucher, à choisir. Mais du coup, est-ce que ça fait de lui un artiste ou c'est juste un commanditaire ? Ce qui est sûr, c'est que l'IA est excellente pour exécuter, mais médiocre pour diriger. Elle n'a pas de vision, pas de message politique, pas de libre arbitre. Mais du coup, on fait quoi ? On chiale, c'est tout ? On casse les serveurs d'OpenAI ? Non, quand même pas. L'histoire nous montre que quand une technologie débarque, ceux qui survivent ne sont pas ceux qui la rejettent, mais ceux qui la contrôlent. On entre dans l'ère de l'artiste hybride, le centaure autrement dit. En gros, le centaure, ça vient des échecs. Après que Kasparov a perdu contre l'ordinateur, on s'est rendu compte qu'une équipe composée d'un humain plus une IA était plus forte qu'une IA seule ou d'un humain seul. L'humain va apporter l'intuition, la stratégie globale, alors que l'IA apporte la puissance de calcul. Et dans la création, c'est pareil. De nouveaux métiers émergent déjà. Au début, certaines entreprises payaient des gens pour savoir écrire les bonnes phrases sur les IA. Et honnêtement, ce métier pur va probablement disparaître ou évoluer. Car maintenant, à l'heure actuelle, les IA comprennent de mieux en mieux le langage naturel. Par contre, le métier de directeur artistique IA a de l'avenir. Imaginez, avant un graphiste devait passer 80% de son temps à faire de la technique, détourer, régler les lumières, etc. Et 20% à avoir des idées. Avec l'IA, ce ratio s'inverse. L'IA fait le sale boulot technique en quelques secondes et l'humain passe son temps à choisir, à affiner et à assembler. Pour prendre les exemples dans le cinéma ou dans la publicité, il y a des marques comme Levi's ou Undies qui testent déjà des mannequins générés par IA pour leur e-shop. Ça permet de montrer les vêtements sur toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau, sans organiser 50 shootings. C'est insolent économiquement ? Peut-être, mais c'est une réalité. Il y a aussi les monteurs vidéo qui utilisent l'IA pour faire les sous-titres automatiques, le recadrage pour TikTok ou le nettoyage audio. Ça leur libère du temps pour se concentrer sur le rythme et la narration. Même pour les gens au global, si vous n'avez pas d'idée pour votre travail, vos recherches ou votre création, demandez à ChatGPT. Elles seront toutes très nulles, mais l'une d'elles va peut-être déclencher une étincelle chez vous. Ce qui change, ce n'est pas le besoin de créativité, c'est le point d'entrée. La technique n'est plus une barrière, seule l'idée compte. Et l'idée, l'IA, elle en est encore très loin. Sauf qu'il y a quand même une face cachée sur l'IA, la propriété intellectuelle. Comment ces IA ont-elles appris à dessiner ? En aspirant tout Internet. Et elle a analysé le travail de millions d'artistes, sans leur demander leur avis et sans leur verser un centime. Des plateformes comme ArtStation ont été pillées. C'est qualifié comme du vol pour beaucoup. Il y a des procès énormes en cours, comme Getty Images qui attaque Stability AI, le New York Times qui attaque OpenAI, des auteurs comme le créateur de Game of Thrones qui porte plainte, et l'issue de ces procès va définir l'avenir du secteur. Si les IA doivent payer des droits d'auteur, leur modèle économique pourrait s'effondrer ou devenir beaucoup plus cher. Et ensuite, il y a le risque du mélange numérique. Si tout le monde utilise les mêmes outils, avec les mêmes réglages par défaut, tout va finir par se ressembler. Il ne faut pas arrêter d'apprendre à dessiner ou à écrire. Au contraire, savoir comment on construit une image est la seule façon de pouvoir juger si le travail de l'IA est bon ou pas. Il faut garder la main sur la technologie pour ne pas devenir facilement remplaçable par l'IA. Pour conclure, et pour répondre à la question du titre, non, l'IA ne va pas tuer les artistes, mais elle va tuer une certaine manière de travailler. Des métiers vont disparaître, c'est une certitude. Les tâches répétitives, techniques et sans valeur ajoutée humaine vont être automatisées, mais de nouveaux espaces pourront s'ouvrir. L'IA renvoie ce que l'humanité a déjà produit. Elle remixe, elle synthétise, mais elle n'invente pas de nouvelles choses.
Et paradoxalement, dans un monde inondé de contenu généré par IA, la valeur humaine va exploser. Le fait main, l'authenticité, le défaut, les mauvais choix, tout ça va devenir du luxe. Alors mon conseil, ce serait de tester ces outils. Comprenez leurs limites, mais ne lâchez pas vos fondamentaux. Cultivez votre personnalité et votre histoire personnelle. C'est la seule chose que la machine ne pourra jamais voler. Et surtout, continuez de créer, même si c'est nul, même si c'est lent, parce que c'est ça qui nous rend humains.